Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle critique. Aujourd'hui critique x3 parce que y a pas grand chose à dire sur chacun des trois films, donc du coup je préfère tout regrouper en une seule vidéo plutôt que de faire 3 vidéos de 5 minutes. Je vais présenter les films par ordre de préférence et de qualité, évidemment, sachant qu'il y a un très bon film, un film assez moyen et un très mauvais film. Je pense que si vous suivez un peu les discours sur Twitter, vous allez pouvoir voir c'est lequel le bon et c'est lequel le mauvais. On va parler de My Dad is a Heel Wrestler, également de Da Five Bloods et de Artemis Fowl. Et on va commencer tout de suite avec le film que j'ai préféré des trois, et de loin, de très très loin. My Dad is a Heel Wrestler est un film qui est sorti en 2018 au Japon, qui est réalisé par Kimohei Fujimura, et ça raconte l'histoire d'un catcheur. Un catcheur qui était une légende du catch il y a 10 ans et qui a repris sa carrière en se masquant pour pas que le public le reconnaisse, etc. Suite à une blessure, il ne peut plus être la grande légende qui était avant, il doit se rabaisser au rôle d'un petit méchant masqué, un cafard masqué. C'est ça sa gimmick, c'est ça son personnage. Sauf que depuis ce temps-là, il a une fille, sa fille se demande ce que fait son père comme métier, il ne veut pas lui dire, etc. pour pas qu'elle ait une mauvaise image de lui. Sauf qu'elle va apprendre au fur et à mesure que son père est un méchant catcheur et qu'il est détesté par tout le monde parce que dans le catch il y a des méchants et il y a des gentils. Les gentils sont adulés, les méchants sont détestés, mais c'est leur personnage et non pas les catcheurs. Et du coup elle va se remettre en question et c'est un film relationnel entre un père et sa fille. Avant toute chose, si vous êtes fan de catch, vous allez apprécier le film, et si vous n'êtes pas fan de catch, vous allez également apprécier le film. Ce n'est pas un film vraiment sur le catch, c'est un film relationnel entre un père et sa fille, c'est touchant comme tout, et c'est pour moi un très bon film. C'est même un de mes films préférés que j'ai découvert cette année, même si c'est pas en soi un film qui est sorti en 2020, c'est en 2018, mais bon, la seule façon de le trouver en France, et sous-titré français et tout ce que vous voulez, c'est de prendre illégalement et c'est bien dommage. Il est disponible sur le site de la New Japan, il me semble, donc la compagnie de catch japonaise, mais sauf que vous allez la voir en japonais, en sous-titre anglais peut-être, mais pas en sous-titre français, etc. Donc très compliqué à comprendre. Et c'est un film qui va rallier les fans de catch et ceux qui n'aiment pas, ou ceux qui sont pas attachés à cette discipline sportive, à ce divertissement. Mais qu'au Japon c'est beaucoup plus du sport que du divertissement, c'est pas comme à l'américaine. La New Japan est une compagnie japonaise qui, et tout comme le Japon, a beaucoup de respect sur ce qu'ils font, etc. Et donc du coup ils vont apporter beaucoup de respect au catch, et c'est une meilleure, et c'est un très bon moyen aussi de découvrir cette discipline dans un autre contexte que la discipline américaine, qui a été approchée d'ailleurs par The Wrestler de Darren Aronofsky et toutes les dérives de l'époque en tout cas, de drogue, alcool, etc. Là ça va être beaucoup plus touchant, ça va être beaucoup plus dans le côté comment les fans voient le catch, comment on doit regarder ça, et c'est très intéressant. Donc non seulement pour le catch c'est très intéressant, mais en tant que film relationnel c'est également hyper touchant. L'émotion est là du début jusqu'à la fin, bien que ça essaye beaucoup trop de prendre des travers comiques à certains moments, ce qui me déplaît un peu. Je pense que le film aurait été beaucoup mieux s'il aurait été à 100% émotionnel et non pas à 70% avec 30% essayer de faire de la comédie, qui est assez mal traduite en français, parce que beaucoup de fois on voit que le réalisateur dit vas-y rigole, mais sauf que pas compris la vanne, c'est pas ma culture, donc je n'ai pas compris, je pense, le gag, la vanne, la répartie et tout ce que vous voulez. Le film est un peu forcé dans les 10-15 premières minutes et après il décolle complètement. Il y a toute la maestria du cinéma asiatique avec des plans ralentis, etc. D'ailleurs les matchs de catch sont excellemment filmés, c'est vraiment très esthétique, ils vont faire des slow motion sur des moves, etc. Tout ça avec une lumière très déifiée en fait. Et ça va être très intéressant. La musique à certains moments est magnifique, des fois on va vous mettre des solos de batterie qui vont tout diminuer. Voilà, il y a ce côté où quand il va avoir une musique un peu absurde avec des petits trucs de batterie machin, on voit que le réalisateur essaye de mettre un truc pour qu'on rigole, pour faire passer, mais ça marche pas parce que ça gâche le côté émotionnel à certains moments, bien que la seconde partie est exceptionnelle, sincèrement. Je trouve que toute la seconde partie où la fille découvre que son père, etc., ce qui n'est pas un spoil parce que c'est le titre du film, je trouve qu'il y a une émotion qui se transmet au spectateur qui est vraiment sublime et qui est vraiment très très bien foutue. Après, comme je dis, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste que je veux vous recommander ce film, que vous êtes fan de catch ou non. C'est un visionnage fort sympathique qui, à certains moments, peut vous émouvoir et qui est une excellente porte d'entrée si vous n'êtes pas fan de catch, au catch justement japonais et au catch de manière générale, de comment le spectateur doit voir le catch, non pas comme une grosse connerie où tout est faux, mais comme un divertissement où on peut se rallier à nos héros. Voilà, c'est My Dad is a Heel Wrestler, c'est pour moi un gros coup de cœur.
parce que je suis fan de catch, mais également parce que c'est un très bon film. Je vous le recommande. Malheureusement, vous pouvez que le trouver en France, et je me suis renseigné pour ça, qu'en pratiquant l'illégalité, et ça c'est bien dommage. Mais par contre, je vous recommande de voir, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, on va passer à l'exclusivité Netflix, c'est-à-dire Da 5 Blood par Spike Lee. Film qui raconte l'histoire de 4 anciens militaires américains noirs de la guerre du Vietnam qui vont retourner au Vietnam pour aller chercher le corps de leur ami décédé à l'époque là-bas, mais également pour aller chercher des lingots d'or qui vont lui permettre d'être riche et qui vont être une sorte de rédemption, une sorte de récompense à tous les sacrifices qu'ils ont dû laisser là-bas il y a déjà beaucoup de temps. Alors, j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est pas ouf, vraiment pas dingue. Je peux pas dire que c'est un mauvais film, parce qu'il y a des bonnes idées à l'intérieur, mais il y a quelque chose, il y a un charme qui se transmet de ce film de Spike Lee, mais après je trouve que le film est tellement inégal que le visionnage peut être un calvaire comme il peut être hyper surprenant à certains moments. C'est très inégal au niveau des scènes, au niveau de la mise en scène. Il y a des fois, il y a Spike Lee qui va faire des chants contre chants qui ne vont avoir aucun sens. Ça respecte la règle des 180 degrés, c'est juste que spatio-temporellement, même en respectant ça, on s'y retrouve pas, c'est très particulier, on a l'impression que les personnages bougent de place alors que pas du tout. À des moments, il va nous foutre des scènes qui vont être montées à la va-vite, avec beaucoup de décors en carton-pâte, et ça se voit. Je pense qu'il n'y a pas eu un très gros budget au film, et malheureusement, bah, ça se transmet à l'écran, il n'arrive pas à camoufler ça. Il essaye un peu en changeant le format, en mettant du grain à l'image pour ce qui est de l'époque, etc. pour essayer de cacher un peu ce décor carton-pâte, mais... Mec, voilà, on a vu que t'avais pas le budget et t'as essayé juste de cacher la merde en fait. T'as mis du vanish en fait sur la merde en disant bah regarde, c'est moche mais ça sent bon quoi. Après, voilà, il y a des bons trucs. Je vais continuer sur les défauts, hein, je vais venir sur les bons trucs petit à petit. Jean Reno... Alors, je me suis dit, un film de 2h30, moi ça me fait chier de regarder en VO, surtout chez moi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder les films en VO, mais au cinéma, parce qu'au moins je suis dans le film. Là, la VO chez moi, sur ma télé, etc., c'est très compliqué et j'aime bien être diverti par autre chose à côté. Souvent, je suis sur mon téléphone en train de regarder les fiches du film, etc. Quand je suis chez moi, je fais ça. Je me renseigne sur les VF et tout ça, enfin bref. Je me cultive en regardant le film. Rechercher les éléments historiques, bien que rechercher les éléments historiques dans ce film ça sert à rien parce que le film est un pur Wikipédia, c'est tellement lourdingue à ce niveau là qui essaye de te faire l'histoire noire américaine du début jusqu'à la fin du film en rentrant le film dans 3 parties, c'est-à-dire l'époque actuelle, l'époque d'avant, donc fictive, les deux, et également des fois te mettre des images PowerPoint pour t'expliquer l'histoire. Et je veux bien que tu fasses ça dans l'introduction pour essayer de te contextualiser le film et que tu fasses ça pendant tout le film. À chaque fois que les personnages vont faire une référence à une figure historique noire de l'Amérique, mec, t'as abusé. Surtout qu'en rajoutant ça, bah, tu sais pas du tout où va le message du film. Spike Lee se perd, des fois il veut parler de l'époque actuelle, Black Lives Matter, tout comme il veut parler de Martin Luther King, tout comme il veut parler de la ségrégation. Enfin, tu sais pas en fait sur quoi il veut venir. T'as un rapport global, je pense, à la situation actuelle dans le monde. Je pense que le film a plus à bénéficier de quelques scènes en plus pour essayer de rentrer plus dans l'actualité et rajoutant de la voix off, etc. Mais pareil, ça rend le message très peu lisible et très peu compréhensible pour le spectateur. Il s'est perdu dans ce qu'il voulait faire, Spike Lee, c'est très dommage, parce que bah, tu vois qu'il y avait un potentiel derrière ce film, mais que bah, à vouloir tout en faire et sans être contrôlé par qui que ce soit, et bah, il a fait un film qui n'a pas de sens et qui ne va nulle part, et c'est bien dommage. Pour arriver sur les qualités, on a l'acteur Daryl Lindo qui est très très bon. Par contre je trouve que son personnage au départ est pas mal. En plus c'est un personnage qui est typiquement dans la lignée Trump, donc on arrive facilement à le détester et à passer à côté. Surtout que Spike Lee il force bien sur ce personnage, c'est limite dans le quatuor le personnage qui ressort le plus, parce que presque toutes les scènes il est là et a sa réplique, et c'est souvent la réplique de la scène. Et arrivé au bout d'un moment, le personnage va continuellement parler en brisant le 4e mur pour parler directement au spectateur et en essayant de faire des messages un peu politiques. Et quand j'ai vu cette scène, déjà c'était
hyper forcé, et parce que il fait pas ça qu'une seule scène, il va faire ça vraiment pendant, je pense, tout le troisième acte. C'était vraiment lourd, et surtout que j'ai eu une vision d'un film pendant ces monologues en brisant le quatrième mur qui essayent de critiquer la société. C'est un film du Weibol, où ça doit être Rampage, où t'as le mec qui fait un discours hyper politique, social, en essayant de tout critiquer et tout aller valdaguer sans que ça n'ait de sens, parce qu'il parle de tellement de choses et il dit des faits sans vraiment les prouver. Pourquoi Obama n'a-t-il entrepris aucune action en justice? Parce qu'ils sont tous les deux membres du même club. Il y a eu plus d'immigrés renvoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Et bah là c'est un peu pareil, il va balancer des trucs aux spectateurs pour que ça fait réfléchir, bah ouais ça fait réfléchir, mais finalement t'as pas donné assez de points, assez de justification pour que nous on se met à vraiment penser, à vraiment garder en tête à la fin du film. Voilà, je sais pas si vous voyez quelle scène je parle dans Rampage, mais vraiment, j'ai eu cette vision-là et ça m'a encore plus dégoûté du truc. Après, l'acteur joue hyper bien, je pense que c'est son coup de boost. Je pense qu'on va plus le revoir après parce qu'il fait une performance très forte. Après, il y a des scènes qui ressortent du film. Il y a la scène de la révélation de l'enfant qui arrive dans le début du film, qui je trouvais très forte émotionnellement et avec un suspense très bien géré. Il y a la scène également de la mine que j'ai trouvé d'une tension folle. Et là il y a une maestria, et là il y a quelque chose qui est forte et qui marque le spectateur. Donc il y a quelques scènes comme ça qui ressortent du film et qui te font dire que c'est pas vraiment un mauvais film, c'est juste un film qui s'est perdu et donc du coup qu'on ne peut évaluer en fait, parce que je pense que l'ambition de Spike Lee était tellement grande que le film en est inférieur. Et c'est bien ça le problème. Après, pareil, il y a des astuces, il y a des plans, etc. qui, sur le coup, te marquent à la gueule, mais finalement, quand tu te rends compte que c'est totalement inutile, et que c'est juste de la figure de style et une façon de sublimer le spectateur, et bah ça te casse un peu le délire. Je parle du plan où t'as les quatre qui dansent derrière un fond de Apocalypse Now. Sur le coup, ça m'a claqué à la gueule, mais quand j'ai vu la finalité de la scène, je me suis dit pourquoi avoir fait ça sert strictement à rien. Bref, Die Five Blood, je le recommande pas. Je pense que c'était 2 heures très longues. J'ai trouvé le film en plus très mal rythmé, parce que comme je dis, il y a des scènes qui sont vraiment bonnes et des scènes qu'on peut totalement s'en passer. Et pareil, il y a un moment où ils vont se balader en bateau pour arriver d'un point A à un point B, et ce moment qui va passer à bateau, c'est quelque chose que tu vois pendant 30 secondes pour figurer et filmer les décors. Là, c'est vraiment un plan, une scène qui dure vraiment 2 minutes 30 et qui, avec de la musique derrière, etc. et qui, je sais pas, ça sert peut-être à gagner du temps dans le film. Ça n'a aucun sens que tu le fasses durer 2h30, que tu le fasses durer 2 minutes 30, alors que t'aurais pu faire ça pendant 30 secondes, le truc en bateau, avec le changement d'angle, de caméra, etc. Pareil, le changement de format, je le trouve hyper grossier. Y avait moyen de faire plus subtil que le format qui change automatiquement. Je pense que rien qu'à cut, ça aurait suffi. Enfin bref, je trouve qu'il y a de l'ambition derrière, mais c'est très mal géré, que ce soit dans le budget, que ce soit également dans les messages, etc. Enfin, c'est un film qui se perd beaucoup et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que j'en attendais beaucoup et j'ai été très déçu. Voilà. Si vous avez envie de le voir, à vous de choisir, mais moi je trouve que c'est lourd. C'est très lourd. Et pour terminer, on va parler de Artemis Fowl, je sais plus, de Kenneth Branagh sur Disney+, qui devait sortir normalement l'année dernière au cinéma et qui a été reporté, etc. Et... Ah bordel, c'est chaud, c'est très chaud parce que t'as un univers hyper développé. En fait, c'est comme si tu faisais Narnia. Tu vois Narnia dans toute sa splendeur avec l'univers Monsieur Tumnus, le prince Caspian, enfin bref, où tu visites plein de trucs. Je dis pas que Narnia c'est des chefs-d'œuvre, hein, je dis juste que c'est un univers et en fait les films arrivent à en faire quelque chose. Et bah tu prends Narnia et tu fais passer tout Narnia dans un seul endroit, la maison où ils ont l'armoire. Tu vois, t'as la maison où il y a l'armoire, et bah les Narniens ils viennent attaquer la maison et c'est juste tout se passe dans cette maison pendant 1h30. En gros, c'est un film avec un putain d'univers qui se passe en huis clos. C'est à peu près la même critique que je peux faire à American Nightmare, et pareil, t'as un univers immense et tu peux décider de faire ça dans une maison. American Nightmare, par contre, là, c'est justifié pour rentrer avec les personnages et rentrer dans la tête d'une famille pour l'identification, peut-être.
Mais là par contre, Artemis Fowl, j'ai pas compris. Et du coup, t'as ça, plus t'as un scénario qui est tellement impatient, qui a envie dès le départ de terminer son film. Donc du coup, tout ce qui va se passer va arriver très rapidement. Donc t'as un rythme de malade. C'est impossible que... Moi, je me suis pas fait chier pendant 1h30, hein, parce que bah tout passe hyper vite. Tu sens qu'il y avait de la matière à faire un film de 3 heures, 3h30, et qu'ils ont tout mis en 1h30, en coupant toutes les phases à l'extérieur de la maison. Ce qui rend un truc indigeste. Enfin, c'est indigeste et c'est hyper rapide, et du coup, les informations, ils sont déjà très minimes. Mais en plus, si tu décides je pense que l'acte 1, sincèrement, le premier acte dure 40 minutes. L'acte 2 doit par contre durer une quinzaine de minutes, et après c'est l'acte 3 qui doit durer une demi-heure, même pas 25 minutes. Et c'est tellement vide qu'ils avaient rien à raconter après l'acte 1, quoi. Encore l'acte 1, t'arrives à voyager, à sortir un petit peu de cette maison, mais après, c'est une sorte de home invasion avec une bataille derrière, avec des fées qui attaquent, enfin bref. Nul à chier, vraiment, c'est une grosse purge. Réalisé correct, gentiment, tu vois, il y a le strict minimum. Kenbrack qui fait le strict minimum, ça me fait mal. Avec une voix poussive à fuck, enfin c'est... Bordel. T'as le personnage, il va te dire, ouais, parce que c'est un personnage qui raconte au passé ce qui s'est passé avant qu'il soit arrêté, etc. Et il va faire, et là, à ce moment-là, je me suis fait... enlevé pour être mis en prison, pour ensuite être libéré. Donc il te dit ça en voix off, et d'un seul coup tu vas voir la scène qui t'a raconté en voix off après. C'est genre, on est obligé de te décrire ce qui va se passer après pour que t'arrives à essayer de coller les morceaux entre ces différentes scènes qui, en suivant, tu sens qu'il en manque entre deux. Et en plus, ouais, ça te décrit tout, c'est... Vraiment la voix off, c'était vraiment indispensable. Les effets spéciaux, bah, il y en a plein qui ont dit que c'était beau. J'ai vu sur Twitter que les effets spéciaux étaient beaux, je les trouve dégueulasses. Le truc avec le nain géant là, enfin le gros nain, le truc qui fait avec sa bouche là, je trouve ça dégueulasse. Enfin, ça m'a fait penser à un film, je peux pas vous le ressortir. J'ai un truc comme ça avec la bouche, un mec qui se déforme, machin, mais je peux plus. Si je le retrouve pendant le montage, je vous mettrai peut-être une affiche ou un truc. Mais s'il n'y a pas d'affiche, que je l'ai pas retrouvé, mais ça me fait penser à un film que j'ai vu quand j'étais enfant qui m'a, pareil, au niveau des effets spéciaux, dégoûté parce que pas de matière en fait, il n'y a pas d'originalité, rien quoi. Stupid space cuffs. Le personnage principal, Artemis Fowl, il est... Voilà, hein, aucun charisme, que dalle. Les acteurs secondaires, il y a Colin Farrell, il y a la vieille aussi qui joue dans James Bond, qui joue M ou je sais pas quoi, qui est pareil, totalement perdu. Les costumes sont dégueulasses, les fées sont dégueulasses. Enfin, au bout d'un moment, enfin, t'essayes de faire un minimum inventif, tu fais pas une combi verte avec un casque d'Arthur et les Minimoys. J'ai l'impression que c'était les casques d'Arthur et les Minimoys, mais... J'ai pas trop envie de parler d'Artemis Fowl, y a rien à dire, à part que c'est une grosse merde, et c'est nul à chier, et voilà quoi, enfin... Est-ce que j'ai besoin de vous dire ça pour pas aller le voir? Enfin, moi je l'ai regardé par curiosité, et encore je faisais autre chose à côté, parce que... Sincèrement, hein, t'as juste à écouter l'audio. La voix off elle te dit tout, c'est un livre audio, c'est... Bref. J'ai pas lu les livres, hein, je sais que c'est un putain d'univers, et en plus ça te le montre dans le premier acte que c'est un putain d'univers, mais de là à faire ça, ça valait vraiment le coup. 138 millions. 138 millions pour faire ça. Effets spéciaux moches, un truc qui se passe dans une maison, enfin je sais pas, il est parti où l'argent. Regardez My Dad is Hill Wrestler, vous allez voir, vous allez passer un meilleur moment que devant le Spike Lee et Artemis Fowl. Et encore le Spike Lee, vous pouvez peut-être trouver quelque chose à regarder et à apprécier, parce que là, Artemis Fowl, c'est... Ouais, ça va aller dans le flop de fin d'année, c'est sûr. C'était Louane pour une critique x3, j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi pour le manque d'argumentation pour ce dernier film en tout cas, parce que bah, au bout d'un moment, bah... que t'as rien à dire, c'est pour ça que j'ai fait une critique x3, hein. Vous avez prévenu. Enfin bref, des bisous à tous, à la prochaine, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.